Le 9 octobre dernier, les électeurs du Cameroun s'étaient rendus aux urnes afin de désigner les nouveaux responsables à la tête des communes du Cameroun. Ce renouvellement des exécutifs communaux intervenait dans un contexte assez particulier, à savoir que le Cameroun est engagé dans le processus de la décentralisation. Qu'est-ce que la décentralisation? Comment celle-ci se manifeste sur le terrain? Dans un contexte de décentralisation, quels sont les devoirs des élus locaux vis-à-vis des populations? Autant de questions que les téléspectateurs de Nord-Actu se posaient. Nous avons donc décidé de venir à la source pour en savoir plus afin d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Et pour parler de la décentralisation et de ce contour, nous recevons dans le cadre de cet entretien Monsieur le délégué régional du Mindevel pour la région du Nord, Monsieur Mohamedou Aminou. Merci d'avoir accepté d'accorder cet entretien à Nord-Actu, un entretien qui parle de la décentralisation, qui est d'ailleurs votre domaine de compétence. Vous êtes la personne la mieux placée dans la région du Nord pour en parler. Monsieur le délégué régional, d'entrée de jeu, je voudrais vous demander qu'est-ce qu'on entend par décentralisation? Merci beaucoup pour cet entretien qui va contribuer à édifier nos populations sur la décentralisation, qui est quelque chose de nouveau en fait chez nous. La décentralisation, comme son nom l'indique, il y a centralisation, il y a c'est-à-dire c'est le fait de prendre le pouvoir du centre vers la périphérie, c'est-à-dire permettre à la population locale de gérer leurs propres affaires que l'État gérait avant. C'est ça en fait la décentralisation. C'est pourquoi on a les communes, on a la région qui va être mise en place de manière imminente d'ici peut-être quelques temps. Les communes existent déjà, ça fait déjà longtemps, et leur fonctionnement est effectif. C'est évident, on le voit sur le terrain. Bon, la décentralisation, en fait, c'est permettre à la population locale de gérer leurs propres affaires. Alors, concrètement, sur le terrain, comment est-ce que cela se manifeste, notamment au sein des collectivités territoriales décentralisées? Il y a les communes qui sont des organes élus. Il y a un conseil municipal qui est l'organe délibérant. Il y a l'exécutif communal qui est composé du maire et de ses adjoints. La région n'est pas encore mise en place, comme on le dit, parce qu'il y aura un président du conseil régional, le conseil régional, tout ça. Mais pour le moment, on a le conseil municipal qui est chargé de délibérer, qui va donc donner quitus au maire et à ses adjoints de gérer les affaires locales. Il y a ce qu'on appelle les compétences transférées. Le transfert des compétences se fait petit à petit. Bon, il y a le décret du Premier ministre qui permettent donc ce transfert de compétences. Chaque année, le Premier ministre prend un décret qui transfère les compétences dans un domaine bien déterminé. Ça dépend, donc il y a le transport par exemple, où on a redonné la prévention au sein des municipalités à la commune et à la communauté urbaine par exemple. Il y a la délivrance des cartes bleues, des motos par exemple, qu'on a redonné à la commune. Donc tout ça. C'est donc ces compétences-là que antérieurement l'État détenait, qui sont maintenant transférés à la commune, et c'est le conseil municipal qui va donc donner des orientations, qui va donc délibérer et permettre donc au maire d'exécuter donc tous ces projets, toutes ces compétences. Est-ce un avantage pour les populations locales, la décentralisation? Cela peut avoir un impact positif sur leur devenir, sur leur quotidien? Oui, effectivement. C'est évident. Quand nous-mêmes on gère nos propres affaires chez nous, c'est différent quand c'est Yaoundé qui gère. C'est très différent. Nous-mêmes, nous choisissons nos propres personnes. Ça peut être même quelqu'un de notre quartier qui va gérer nos propres affaires. C'est différent quand c'est l'État qui le fait.
Ça, c'est rapprocher l'administration des administrés, en fait. Mais les populations au niveau local comprennent-elles ce que c'est que la décentralisation, ce qu'elles ont à gagner et quelles sont les initiatives prises au niveau du Mindevel, au niveau de la délégation régionale du Nord par exemple, pour mieux expliquer la décentralisation aux populations et les amener à s'impliquer dans ce processus-là? Oui, dans ce cadre-là, je remercie vraiment les médias. Les médias vraiment se sont attelés à expliquer vraiment à la population ce que c'est que la décentralisation. Le ministre de la décentralisation est allé à la CRTV plus de 3 à 4 fois. Hein. Il a donné une interview aux journalistes qui lui ont demandé beaucoup de questions par rapport à la décentralisation, les contours, les implications, les conséquences, l'impact de la décentralisation. Et au Mindevel, on a des forums, on a une présence sur Facebook, on a un site web et tout ça, où on explique, en fait, où on publie même les textes, où on explique à la population ce que c'est que la décentralisation. Et les gens s'intéressent de plus en plus à la décentralisation, surtout par l'avènement des régions qui vont être mises en place. Bon, ça intéresse même plus les gens que les communes en fait. Et parce que les communes existent déjà depuis, bon, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le transfert des compétences qui se fait de plus en plus effectif. Voilà. Bon, le Mindevel s'attelle vraiment à travers plusieurs canaux à expliquer donc à la population ce que c'est que la décentralisation. Le transfert des compétences est l'une des particularités de la décentralisation, mais qui parle de transfert des compétences parle aussi d'une importante manne financière. Quel est l'appui que l'État apporte aux collectivités territoriales dans le cadre de cette décentralisation en termes d'argent? Le transfert des compétences s'accompagne toujours et nécessairement du transfert des ressources. Chaque compétence qu'on transfère à la commune s'accompagne des ressources nécessaires pour l'accomplissement de cette compétence-là, des projets, soit c'est des projets, soit c'est juste du fonctionnement. Bon, mais le transfert s'accompagne toujours des ressources nécessaires à l'accomplissement des tâches qui sont relatives. Bon, le Mindevel, par exemple, transfert, il y a ce qu'on appelle la DGD, la dotation générale de la décentralisation. Chaque commune au Cameroun a 100 millions par an, en termes de la DGD. Rien à voir avec le budget Non, il y a les ressources propres de la commune. Il y a les ressources propres. Il y a même les centimes additionnels communaux, les CAC. Ça, c'est aussi autre chose, c'est le FECOM qui le gère. Bon, tout ça, mais ça n'entre pas dans le transfert des ressources qui s'accompagnent du transfert de compétences, non. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est les dotations. C'est pourquoi on appelle ça dotation générale de la décentralisation. D'accord. Voilà. Mais à chaque compétence transférée, par exemple, en matière de l'environnement, il y a le ministère de l'Environnement qui va transférer les ressources qu'il utilisait pour faire dans ces activités-là à la commune concernée. Bon, ça c'est automatique en fait. On sait que le Mindevel, l'État a également prévu un arsenal de mesures dans ce contexte-là où il y a également le transfert de retour pour des ressources pour éviter que l'argent ne soit utilisé à d'autres fins. Quelles sont les sanctions qui sont prévues pour les gestionnaires indélicats? Oui, il y a la loi numéro 2019/024 du 24 décembre 2019 qui porte Code général de la décentralisation. Parce qu'il y a plusieurs livres dans ce code-là qui parlent des compétences des communes, de la région, le régime financier des collectivités, tout cet arsenal-là. Il y a même le code pénal qui a prévu des sanctions. Il y a ce qu'on appelle la faute de gestion. Que la plupart des exécutifs communaux connaissent parce qu'il y a des maires qui ont eu à se confronter à certains organes de contrôle comme le contrôle supérieur de l'État.
comme les tribunaux. L'État a donc prévu beaucoup de textes juridiques qui encadrent le fonctionnement de la commune, surtout dans la gestion des deniers publics. L'État a vraiment mis un accent sur la bonne gouvernance. Il y a plusieurs textes qui répriment les fautes relatives au détournement de fonds, à la bonne gouvernance en général. Alors, monsieur le délégué régional Mohamedou Aminou, vous représentez forcément l'État auprès des collectivités territoriales décentralisées. Je suis tenté de vous demander, la décentralisation renforce-t-elle le pouvoir de l'État ou alors ça diminue davantage le pouvoir de cet État-là? Surtout qu'on sait que en tout temps, l'État central a toujours voulu avoir la main mise sur un certain nombre de choses. Non, dans la décentralisation, je dirais simplement que chacun trouve son compte. Chacun trouve son compte. Pourquoi? Parce que l'État s'est dessaisi de certaines affaires qu'il ne pouvait pas accomplir de manière effective et efficace. Parce que l'État seul ne pouvait pas tout faire. C'est pourquoi il a créé donc d'autres organes qui s'occupent de certaines matières. Par exemple, la propriété de notre ville-ci, Garoua. L'État ne pouvait pas s'occuper jusqu'à ramasser les ordures. L'État a créé donc les communes pour s'occuper de certaines affaires. La construction des écoles, par exemple, qu'on a transférées aux communes. C'est des choses la gestion de proximité, en fait. Quand nous-mêmes nous le faisons, nous mettons en place des organes qui le font. L'État aussi, ça l'arrange, en fait. Chacun trouve son compte. Mais on ne peut pas dire que la décentralisation diminue ou bien, je sais pas, renforce le pouvoir de l'État. L'État, c'est un arbitre dans la décentralisation. C'est pourquoi le ministre de la décentralisation a dit que normalement, le ministère doit se retirer petit à petit. Si tout fonctionne bien, le ministère doit se retirer petit à petit. Pour laisser place aux collectivités, c'est-à-dire d'exercer leurs compétences en bonne et due forme. Monsieur le délégué régional, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que les collectivités territoriales décentralisées ne puissent pas assumer les compétences qui leur sont transférées dans le cadre de la décentralisation? C'est possible. Parce que les communes ne sont pas égales. Il y a les grandes communes, il y a des petites communes, il y a des communes qui sont dotées de ressources vraiment suffisantes. On ne peut pas quand même comparer la commune de, disons, Thiébois et la commune de Douala, deuxième, Douala premier. Les ressources sont différentes. Les communes ne sont pas égales en fait. Il y a donc risque dans les petites communes. Parce qu'ils ne peuvent pas, de par leurs moyens qui ne sont pas vraiment suffisants, ils ne peuvent pas recruter les ingénieurs, les techniciens dont ils ont besoin pour l'accomplissement de certaines activités. Ils ne peuvent pas acquérir des engins nécessaires pour même les travaux en régie, par exemple. C'est donc le risque, c'est pour les petites communes. C'est pourquoi l'État a donc mis ce qu'on appelle la péréquation. Les CAC, par exemple, obéissent à ce qu'on appelle la péréquation. Le nombre c'est-à-dire des personnes qui habitent dans la commune. C'est par rapport à cela qu'on voit quel est le montant qu'on doit allouer à la commune par rapport concernant les CAC. Malgré tous ces efforts consentis par le gouvernement pour rendre effective la décentralisation, quels sont les goulots d'étranglement qu'on rencontre encore à ce jour? Les obstacles sont là. Il y a d'abord l'implication de la société civile dans la gestion des communes. On a constaté, moi personnellement, j'ai constaté dans le Nord que la société civile ne s'implique pas suffisamment à savoir qu'est-ce que la commune fait
qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que la commune fonctionne avec ses moyens. La commune ne peut pas tout faire. Mais il y a aussi d'autres choses que la commune doit faire et on doit savoir si elle l'a fait ou non. Bon, je pense il doit y avoir l'implication vraiment de la population dans la gestion même de la commune. C'est très important. Monsieur le délégué régional, si vous le permettez, dans le cadre de la préparation de cette émission, nous avons reçu quelques questions de la part de nos followers sur nos différents réseaux sociaux, puisque nous avons annoncé cet entretien. Alors, on va vous donner la possibilité d'apporter quelques éclaircissements par rapport à leurs questions. Alors, on va prendre la question de Amina Toubouba qui concerne en réalité la résidence. Alors, dans le contexte actuel de la décentralisation, elle aimerait savoir s'il y a une obligation pour le maire de résider automatiquement dans sa commune ou alors ça peut se gérer. Ça dépend des communes. Il y a les communes d'arrondissement. La gestion pratique est différente. Oui. Mais en principe, le maire doit résider dans sa commune. Mais imaginons que je suis de Garoua Premier. J'ai ma maison familiale là-bas. Je suis né à Garoua Premier, j'ai grandi à Garoua Premier, j'ai fréquenté à Garoua Premier. Mais quand j'ai grandi, la maison est petite pour nous. Nous sommes nombreux. Je peux aller construire par exemple à Garoua Deuxième, à Marouaré. Ça n'enlève pas que je réside à Garoua Premier. Puisqu'il y a la maison familiale à Garoua Premier. Bon, ça, l'État est vraiment tolérant par rapport à cela. Mais dans les communes, les simples communes, là, c'est autre chose. Le maire doit résider dans sa commune. D'accord. Ouais. Alors, monsieur le délégué régional, nous allons prendre la question de Vondo Bertrand. Alors, il aimerait savoir, c'est la question qu'il a posée donc dans le cadre de cette émission. Qui s'adresse à vous, monsieur le délégué régional. Alors, notre ami Vondo Bertrand voudrait savoir par rapport au cumul. Alors, sa question porte sur le cumul. Est-ce que dans le contexte actuel de la décentralisation, le cumul est admis? Parce qu'on a vu quand même lors des dernières élections des maires, des candidats qui étaient à la fois candidats à la mairie et à la députation et ont remporté les 2 scrutins. Alors, dans ce genre de cas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le cumul est admis ou à un moment donné, il va falloir choisir? Non, le cumul n'est même pas admis. Le maire doit choisir. Soit il est maire, soit il est député. Bon, s'il choisit d'être maire, il démissionne donc de sa fonction de député à l'Assemblée nationale. Bon, c'est automatique et la plupart des maires l'ont fait en fait. D'accord. Alors, dernière question venant de nos followers, Mamad Haroun qui demande, est-ce que avec la décentralisation actuelle, un maire peut être destitué? Est-ce que l'exécutif communal peut être révoqué? Si oui, quelles sont les conditions? Oui, c'est dans la loi de la décentralisation, c'est dans le code. Le livre premier, deuxième et troisième, on parle de cela. Bon, le maire peut être suspendu quand il accomplit certains actes qui sont prohibés par la Constitution, par les lois. Bon, vous pouvez consulter la loi numéro 2019/024 du 24 décembre 2019, c'est explicite en fait dans cette loi-là. Le maire peut être suspendu pour une période n'excédant pas 3 mois. Après, le président de la République peut soit restaurer le maire, soit le révoquer. De même pour l'exécutif en fait. C'est le ministre de la décentralisation qui peut suspendre le maire. Mais c'est le président de la République qui peut le révoquer. Et il doit y avoir donc d'autres élections pour
le maire. En attendant, il y a ce qu'on appelle la délégation spéciale qui doit gérer la mairie en attendant les élections. Tout ça. Bon, c'est dans la loi en fait. C'est un peu long. Vous pouvez consulter la loi elle-même qui vous édifiera de manière effective sur cela. Mais le maire peut être suspendu, peut être révoqué. Monsieur le délégué régional, aujourd'hui, à l'heure de la décentralisation, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui peut être fait pour rendre nos communes davantage performantes, pour qu'elles puissent répondre véritablement, pour qu'elles puissent remplir la mission qui est la leur, à savoir contribuer efficacement au bien-être des populations au niveau local? Le problème principal des communes, c'est surtout les ressources. Les ressources humaines, matérielles et financières. Bon, l'exécutif municipal doit renforcer des mesures de collecte des taxes et impôts locaux. Ils doivent donc s'atteler à élargir cette assiette-là. Ça, c'est premièrement. Il y a aussi que la population doit aussi savoir qui élire. Parce que souvent, on le fait par passion, on le fait par affinité. Et souvent, il s'avère que c'est des personnes qui sont moins compétentes que ceux qu'on a laissés. Bon, ça aussi, c'est très important. Il faut aussi que la population sache qui élire. Parce que c'est leurs affaires en fait. C'est eux qui vont en pâtir. Le maire ne va même pas en souffrir lui, ou bien l'exécutif, non. C'est la population qui va en pâtir si ça ne va pas. Bon, je demande vraiment à ce qu'il y ait une prise de conscience. Il faut qu'on sache qui mettre à la tête de nos communes. Avant de sortir de cet entretien, monsieur le délégué régional, peut-être un dernier mot? Un dernier mot, bon, je remercie vraiment toute l'équipe d'avoir pris son temps pour venir connaître un peu de ce que moi je connais, parce que moi aussi je connais un peu. C'est lui qui connaît peut-être le plus, c'est le ministre et ses collaborateurs. Vraiment, c'est une très bonne initiative. Et j'encourage vraiment ce genre d'initiative pour que nos populations sachent vraiment ce que c'est que la décentralisation et comment fonctionnent nos communes et d'ici peu nos régions. Bon, j'en suis vraiment très ravi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mohamedou Aminou. Vous êtes, je le rappelle, délégué régional du Mindével pour la région du Nord. Vous avez accepté d'accorder cet entretien à Nord Actu. Bonne chance dans vos missions. J'espère pour vous, messieurs, mesdames, nos followers sur nos différentes plateformes, que vous êtes à présent édifiés sur la décentralisation et le rôle que vous, population, vous avez à jouer. Continuez à nous suivre, à regarder nos programmes et n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire pour nos prochains entretiens. Et surtout, n'oubliez pas, en cette période où le monde fait face à la pandémie du coronavirus, protégez-vous, protégez votre entourage en respectant par exemple les règles d'hygiène, une mesure basique. Par exemple, se laver les mains autant de fois que possible à l'eau coulante et au savon. Ça peut sauver votre vie, ça peut sauver nos vies, ça peut sauver des vies. Merci à toute l'équipe de production de cet entretien. Saïdou, Simba, Bénédicte, à très bientôt pour un autre entretien.